Chapitre 5. À présent que l'accord de paix avait été signé, Lujichi s'attardait plus que nécessaire dans les bureaux du siège administratif et militaire de Ji, feignant d'être occupé par une tâche ou l'autre. Il s'efforçait surtout de ne pas penser à ce qui l'attendrait au cours des semaines à venir, quand lui et Yifeng seraient de retour à la capitale. Les bâtiments administratifs de la préfecture avaient des plafonds bas, ce qui les rendait misérables et oppressants. L'air y était si froid et humide que non seulement les brassereaux ne suffisaient jamais à le réchauffer, mais en plus, il fallait sans cesse recoller le papier des fenêtres. Jichi frissonna dans son manteau d'hiver. Il avait passé la journée à grelotter dans cet ancien pavillon d'habitation réhabilité en poste gouvernemental. La pièce principale était affreusement sombre, même en plein été, et son plancher grinçait dès qu'on posait le pied dessus. En son centre trônait une large table sur laquelle se trouvaient disposées en permanence les cartes de la région. La veille, Yifeng avait chargé les cartographes de redessiner le territoire de l'Empire, en tenant compte de ses nouvelles frontières. Le document, achevé aux premières heures de l'après-midi, était à présent étalé, attendant que le gouverneur militaire puisse le vérifier avant de l'emporter avec lui jusqu'à la capitale. Il part à l'aube, ne put s'empêcher de penser Jichi pour la énième fois de la journée. Il avait passé les dernières heures à attendre que Yifeng apparaisse pour vérifier la carte, se sentant impuissant face à la perspective que son quotidien était sur le point de se dissoudre. Bientôt il ne lui resterait que ce vide et ce manque insupportable. Il ferma les yeux, sentant une cascade de souvenirs l'envahir. Parmi eux, celui, rayonnant et précieux, du jour où il avait fait la connaissance de Yifeng. Cela remontait à plusieurs années auparavant. À l'époque, Jichi venait tout juste d'intégrer le poste de commandement de la seconde campagne contre les Tuyuns. Il s'en rappelait comme si c'était hier. Il se trouvait seul dans la tente administrative, occupé à enlever le surplus d'encre qui ornait la pointe de son pinceau, quand la corne d'alerte du campement avait brusquement retenti. Le jeune stratège venait tout juste d'imaginer un moyen de tirer parti de la sécheresse qui frappait les hauts plateaux montagneux pour acculer l'avant-garde Tuyun et la forcer à se retirer en direction de l'ouest. C'était un stratagème ingénieux qui, s'il réussissait, pourrait bien lui attirer une reconnaissance impériale. Ensuite, pensait-il alors, avec un peu de chance, son père trouverait le moyen de plaider sa cause et il serait de retour à Chang'an avant la prochaine lune, loin de ces terres stériles et de ce sable qui s'infiltrait absolument partout. Mais au moment précis où le battement du tambour militaire s'était élevé à travers le campement pour aboyer ses ordres et que des cris accompagnés d'un cliquetis métallique caractéristique avaient empli l'air de l'autre côté de la toile tendue de la tente administrative, il n'avait plus été question pour Jichi de plans ou de manœuvres brillantes, mais de survie. Même sans les avoir vus, il sentit jusque dans la moelle de ses os la présence des combattants Tuyuns. Et ce, alors que le gros de leurs propres hommes venait de partir pour couper une des lignes ennemies de ravitaillement. Jichi tenta de maîtriser le tremblement qui venait de s'emparer de lui. Si les Tuyuns étaient parvenus jusqu'ici, ils allaient brûler leurs provisions, s'emparer de leurs armes et tuer tous les aides militaires qu'ils croiseraient. Et à ce niveau, les érudits et les stratèges figuraient tout en haut de la liste. « Je ne veux pas mourir », murmura-t-il, tandis que son pinceau s'échappait de la prise de ses doigts et retombait sur le parchemin qu'il avait étalé devant lui, y laissant une traînée noire et indélébile. Les bruits de lutte, terribles et menaçants, résonnaient à l'extérieur, se rapprochant sans cesse. Jichi se leva, le cœur battant, incapable de décider quoi faire. Il se sentait terriblement seul et vulnérable. Il n'avait entendu parler de la guerre que dans des manuels et autour d'une table jonchée de cartes où les généraux discutaient des opérations qu'ils comptaient mener. Il avait bien conscience que la guerre était faite de violence, de combats et de sang. Mais toutes ces choses étaient restées pour lui vaguement abstraites. C'était comme une réalité qu'on savait exister, mais à laquelle on n'avait pas vraiment envie de penser. Et voilà que cette réalité se rappelait maintenant à lui. Elle était là, toute proche, et elle venait le chercher. Il balaya la tente du regard,
cherchant un objet qui lui permettrait de se défendre. Il ne s'était jamais battu de sa vie et était incapable de tenir une épée. Il était venu ici uniquement parce qu'il était bien vu que les nobles de grande famille gagnent de l'expérience sur le terrain avant de se voir attribuer un poste officiel. Et, quand ils rejoignaient les campagnes militaires, on les gardait toujours à l'arrière, dans des zones sécurisées et sûres, loin des lignes de combat. Ils y restaient quelques mois, le temps que les généraux puissent se rappeler de leur nom. Ensuite, ils retournaient à Shangan, afin d'y commencer leur carrière de fonctionnaire. À vrai dire, l'idée même de voyager aux limites de l'Empire l'avait séduit. Ça, et le fait qu'il allait enfin avoir une chance d'être considéré pour ses aptitudes et ses capacités de réflexion, plutôt que pour le nom qu'il portait. Or, voilà qu'il se retrouvait à la merci de la lame de l'ennemi. Il referma ses doigts sur un lourd chandelier en cuivre, s'y accrochant comme si sa vie en dépendait, tandis que des visions de mort, toutes aussi effrayantes et douloureuses les unes que les autres, lui traversaient l'esprit. Il sursauta quand un hurlement d'agonie déchira l'air juste derrière lui, de l'autre côté du voile fin de la tente. Il ne pouvait pas rester caché ici, à attendre qu'on vienne l'abattre. Il devait absolument s'échapper, sortir du camp. Il devait fuir. Ce n'était plus qu'une question de secondes avant qu'un guerrier Tuyun le prenne au piège dans cet espace clos. S'il restait là, il mourrait à coup sûr. Sauf que, quand il quitta l'espace confiné de la tente, il se retrouva jeté au milieu d'une scène dont la barbarie l'horrifia. À quelques pas de lui, un guerrier en tunique rouge, bordé d'une armure en lamelles de fer, décapita un des jeunes soldats du camp. L'homme ne s'était même pas encore écroulé sur le sol, que le Tuyun tournait déjà son visage barbouillé de sang en direction de Jichi. À la vue de la lueur assassine qui brilla dans les yeux du barbare, le jeune homme trébucha et il se retrouva à reculer en rampant sur le sol, la panique lui soulevant le cœur. Ça allait arriver. Il allait mourir. C'était une certitude à présent. Son existence allait s'achever ici, dans cette plaine à l'herbe jaunie et cassante, la tête séparée de son corps, exactement comme ce soldat un instant avant. La vie lui parut subitement injuste et cruelle. Et incapable de détacher son regard de l'homme qui avançait sur lui, il chercha à tâtons le chandelier qu'il se rappelait avoir pris quelques minutes plus tôt, mais ses doigts ne rencontrèrent que le vide. Il l'avait définitivement perdu dans sa chute. Pour une raison qui ne s'expliqua pas, la disparition de l'objet le fit se sentir encore plus impuissant, comme si le simple fait de le brandir aurait suffi à le protéger de la lame que ce guerrier féroce et impitoyable s'apprêtait à abattre sur lui. Une cruelle désillusion l'étreignit, et il eut la sensation qu'on lui avait menti. Il était censé être promis à un avenir brillant. Des années durant, il s'était échiné à faire ses preuves, à plaire à son père et aux érudits qui lui enseignaient. Il était même venu jusqu'ici pour montrer sa bonne volonté et son souci de servir l'Empire. Et voilà qu'un de ces barbares du Nord-Ouest, qu'il n'avait jamais vu et qui ne le connaissait pas, allait lui voler tout ce à quoi il était censé avoir droit et réduire à néant tous ses efforts. Il vit la lame du guerrier accrocher la lumière du soleil au moment où celui-ci l'abaissait, et il ne put s'empêcher de lever un bras sur son visage, dans le vain espoir que ce geste le protégerait du coup mortel. Un bruit de métal éclata juste contre son oreille. Il fut suivi d'un gargouillis atroce, sorte de cri à demi étouffé recouvert par un gémissement noyé dans du sang, et il crut un instant que celui-ci s'était échappé de ses lèvres. Tous les muscles de son corps se contractèrent, attendant la mort. Mais rien ne se produisit. Il régnait à présent autour de lui un étrange silence. Même les cris et les cliquetis d'épée s'étaient tus. Jichi rouvrit lentement les yeux et abaissa le bras qui couvrait son visage. Une silhouette se détachait dans l'air clair du milieu de journée, à quelques pas à peine de lui. L'homme, revêtu d'une armure de fer qui luisait dans la lumière, était un soldat de l'Empire. « Il ne faut pas rester là. Levez-vous » lui cria la sublime apparition. Jichi cligna des paupières, figé et incapable de croire ce qu'il voyait. Il sentit une main attraper la sienne et le tirer vers le haut pour le forcer à se relever. Il se laissa faire, incapable de détacher son regard du visage qui lui faisait face, de la beauté brutale et sauvage qui s'en dégageait,
et de ses yeux sombres et profonds qui le fixaient si intensément. Pendant un instant, il eut la sensation impossible et presque scandaleuse d'avoir attendu toute sa vie la venue de cet homme et que celui-ci le trouvait enfin. Ressaisissez-vous. Deux mains solides se refermèrent sur ses épaules et le secouèrent durement, faisant subitement reprendre au temps son cours, et la dure réalité le frappa d'un seul coup. Le bruit des combats réapparut et avec eux les cris d'agonie. « Merci » s'entendit-il murmurer. L'autre ne l'entendit pas, car alors qu'il bégayait, l'homme le poussa violemment sur le côté. Ji-Chi eut à peine le temps d'apercevoir du coin de l'œil une flèche le frôler que celle-ci s'empalait déjà dans l'épaule de son sauveur. Le soldat impérial accusa le coup et en dévia une seconde avec la lame de son épée. « Il ne faut pas rester là !» cria-t-il en saisissant Ji-Chi par le poignet pour le traîner de force derrière lui à travers l'une des allées latérales. Alors qu'il courait à sa suite, Ji-Chi n'avait conscience que des doigts brûlants qui serraient son poignet. C'était la seule sensation rassurante à laquelle il était capable de se raccrocher au milieu de tout ce tumulte. Si bien qu'il se retrouva aux limites du camp administratif sans se rappeler comment il était arrivé là. En suivant cet homme, les Tuyun n'avaient pas encore gagné cette partie et le soldat s'arrêta à proximité d'un groupe de chevaux qui attendaient, déjà scellés. « Vous savez monter à cheval ?» demanda-t-il en se tournant vers Ji-Chi. « Oui, dans ce cas, en selle. » L'homme le jeta sur le dos d'un des chevaux et en enfourcha un autre d'un bond. Le soldat n'avait pas encore enfoncé ses pieds dans les étriers qu'il éperonna sa monture pour la lancer au grand galop en direction de la porte sud du camp. Mu par son instinct grégaire, le cheval de Ji-Chi décida à sa place et s'élança à grande foulée dans le sillage de son compagnon. Le jeune soldat n'arrêta sa monture que des lits plus tard, quand ils furent suffisamment loin, sur une de ces collines stériles, comme il y en avait tant. Tenant le cheval de Ji-Chi afin qu'il mette pied à terre, l'homme s'occupa ensuite d'attacher l'animal, Ji-Chi lui ayant avoué en rougissant qu'il ne savait pas comment s'y prendre pour faire un nœud. Ce ne fut que quand le soldat s'adossa à un rocher que Ji-Chi remarqua à quel point il était pâle. La flèche dont il avait cassé la hampe un peu plus tôt était toujours fichée dans son épaule, juste au-dessus de son cœur. Le tir avait été si puissant qu'il avait enfoncé les lamelles de l'armure sur son passage. « Il va falloir que vous m'aidiez à la retirer, » dit l'homme. « Je ne pourrai pas attendre la venue des renforts. Je suis en train de perdre toutes mes sensations au niveau de mon bras. » Ji-Chi se raidit et l'autre le remarqua. « Tout ce que vous avez à faire, c'est de tirer de toutes vos forces en la gardant droite. » Mal assuré, Ji-Chi s'agenouilla devant lui et posa une main timide sur la hampe, sentant les échardes de son extrémité brisée griffer sa peau. « À deux mains !» ordonna le soldat. Ji-Chi hocha la tête et posa son autre main à côté de la première. Il trembla et l'homme posa ses doigts sur les siens, comme pour le rassurer. « Prêt ?» Ji-Chi allait ouvrir la bouche pour dire non quand il sentit la main de l'homme se resserrer durement sur la sienne et entamer le mouvement de traction. Leurs regards se croisèrent et au lieu de parler, Ji-Chi se mit à tirer. Son geste arracha un cri au soldat et Ji-Chi faillit s'immobiliser. Plus fort, allaita l'autre sans le quitter du regard. « Ne vous arrêtez pas, même si j'ai mal, il faut passer la résistance. » Ji-Chi utilisa alors tout son poids. Il perçut très précisément le moment où la chair céda sous son mouvement. La sensation étrange et troublante se répercuta à travers tout son corps, et il se retrouva l'instant d'après avec la flèche entre ses mains poissées de sang. « Ça va ?» lui demanda le soldat, le souffle court. « Vous n'allez pas vous évanouir ?» L'homme l'observait attentivement. De la sueur perlait sur son visage, plaquant sur ses tempes les mèches de cheveux noirs qui retombaient sur son front. Sa blessure devait le faire atrocement souffrir, mais il s'efforça d'esquisser un sourire, comme si tout ce qui comptait pour lui en cet instant précis, c'était de rassurer son compagnon d'infortune. « Vous êtes Lu Ji-Chi, l'aide militaire ?» demanda-t-il. « Vous me connaissez ?» Tout le monde sait que le fils du fonctionnaire Lu a rejoint le camp. Nos supérieurs n'ont pas arrêté de nous répéter qu'il ne devait rien vous arriver. Ji-Chi ne put s'empêcher de se sentir déçu. Si cet homme avait volé à son secours, c'était à cause de son nom.
L'autre dut avoir suivi le fil de ses pensées, car il ajouta quelque chose qui surprit Jichi. Je sais ce que ça fait d'être le fils d'un homme célèbre et de vivre dans l'ombre de son nom. Votre père est-il aussi un des fondateurs de la dynastie? S'étonna Jichi. Sa question arracha un sourire à son interlocuteur. Pas aussi célèbre. Je m'appelle Lin Yifeng. Lin Zhenhao est mon père. Jichi hocha la tête. À cause de la garde du Nord, tout le monde avait entendu parler du général Lin. Pourquoi êtes-vous ici et non avec lui à la frontière nord? Yifeng eut un sourire légèrement désabusé, et Jichi vit ses doigts étreindre sans en avoir conscience un pendentif attaché à sa ceinture, pour justement échapper à cette ombre. Ici je suis un soldat parmi d'autres, seul mon mérite me distingue des autres. Ils vont sûrement vous récompenser de m'avoir sauvé la vie. Yifeng s'esclaffa. Je ne l'ai pas fait pour ça. À ces mots, Jichi sentit son cœur se réchauffer. Vous êtes un civil, c'est mon devoir de vous protéger, ajouta Yifeng. Bien que Jichi ne savait pas très bien ce qu'il avait espéré, il ne put s'empêcher de se sentir déçu par cette réponse. Nous devrions gagner l'arrière-garde, commenta Yifeng. Elle ne doit être qu'à quelques lits en direction du sud. Soudain, Jichi se rappela la violence avec laquelle le guerrier Tuyun avait décapité le soldat qui s'était trouvé à quelques mètres à peine de lui, et il eut envie qu'il reste là. Sur cette colline pleine de sable, rien que tous les deux. Cela aurait pu leur arriver, à eux aussi, en témoignait cette flèche que Yifeng avait prise pour lui. Les armes étaient aveugles, elles prenaient les vies qui se présentaient à elles. Le jeune soldat Lin qui lui souriait en cet instant pourrait bien disparaître demain. Après tout, ils ne s'étaient pas rencontrés lors d'une festivité organisée entre les murs rassurants d'une noble demeure de la capitale, mais au cœur d'un campement mis à sac, au beau milieu d'une guerre. « À quel contingent êtes-vous rattaché » s'entendit-il demander. Le sourire de Yifeng se figea légèrement. « Je devais rejoindre l'avant-garde demain. Je suppose que ça devra attendre que je me remette de ma blessure. » L'avant-garde ne put s'empêcher de répéter Jichi d'une voix blanche. C'était là que les affrontements étaient les plus intenses, là que les gens mouraient. Mais pourquoi? La voix de Jichi n'était qu'une note plaintive. Yifeng le sonda de ses yeux trop intenses et trop noirs, comme s'il cherchait en lui, Chi-Chi, la réponse à cette question. « Parce que c'est là qu'on devient un héros, » répondit-il. Jichi sentit ces mots se graver en lui, y faisant naître la flamme d'une ambition qu'il ignorait même posséder. C'était comme s'il venait de donner un sens à sa vie. Si cet homme voulait devenir un héros, lui, Lu Chi-Chi, l'unique fils d'un des fondateurs de la nouvelle dynastie, allait tout faire pour l'y aider. Le soir même, il écrivit une lettre à son père, lui annonçant sa volonté de participer plus activement à la gloire de l'Empire et sa décision de ne rentrer à la capitale qu'une fois les Tuyuns vaincus. Il s'était ensuite appliqué à ignorer soigneusement les réponses emplies de menaces et d'obligations filiales que son père lui avait adressées, et avait habilement utilisé les ruses qu'on l'avait forcé d'étudier, tout en jouant de l'effet presque magique que son nom avait sur les autres pour rejoindre, lui aussi, l'avant-garde en tant que stratège. Si bien qu'au fil des années, Jichi s'était forgé un nom à la hauteur des attentes qui pesaient sur les épaules des héritiers des grandes familles de la dynastie. Mais cette fois, avec les Khitan vaincus, il savait que quand il rentrerait à la capitale, il n'aurait plus aucune chance d'échapper au destin que d'autres avaient prévu pour lui. L'empereur allait le récompenser en lui offrant un poste qu'il lui serait impossible de refuser. Quant à Yifeng, lui, il partira sans se retourner, réalisa-t-il avec un pincement au cœur. Rien que d'y penser, alors qu'il se trouvait ici, dans ce poste administratif miteux d'une des préfectures du Nord, Jichi pouvait presque sentir son âme déserter son corps. L'attente, le manque et l'absence. Ce serait tout ce qu'il garderait de ces années passées à ses côtés. Tout à coup, le plancher de la galerie extérieure grinça et il reconnut instantanément le pas de Yifeng. Son cœur s'anima dans sa poitrine. Il était là, enfin. L'atmosphère de la pièce parut s'éveiller au moment où la porte s'ouvrit. « Que fais-tu là, à moitié dans le noir et le froid ?» demanda Yifeng en le découvrant à son bureau. « Je t'attendais. » Jichi leva les yeux vers Yifeng juste à l'instant où celui-ci allumait une bougie supplémentaire.
La douce lueur de la flamme éclaira son beau visage, et Ji-Chi fut incapable d'en détourner les yeux. Yi-Feng enleva son manteau sans rien remarquer, répandant sur le plancher défraîchi les épais flocons qui parsemaient son vêtement. Il était vêtu de son éternel uniforme sombre dont le bas était imprégné d'humidité à force d'avoir marché dans la neige. Ji-Chi le regarda lisser les bords de son chignon pour en chasser les derniers flocons avant de s'approcher de la carte et de l'examiner. Ji-Chi se leva à son tour pour le rejoindre, le parquet grinçant sous ses pieds, et se posta à côté de lui, face à la carte. L'atmosphère confinée et tamisée du bureau donnait à Ji-Chi l'impression qu'ils étaient isolés du monde, mais ce n'était qu'une illusion. Demain, Yi-Feng partirait. Ensuite, ce serait son tour. Il laissa son attention dériver le long d'une des lignes qui représentait la route officielle qui reliait Yuzhou à la capitale, cherchant à rassembler son courage. « J'ai reçu une lettre secrète de mon père, » commença-t-il. « À ton hésitation à continuer, je peux en deviner le sujet, » commenta Yi-Feng. Ces paroles formèrent dans l'air froid de la pièce une buée translucide, juste au bord de ses lèvres. « Laisse-moi t'accompagner, » demanda Ji-Chi. « Impossible. Il faut que quelqu'un reste ici pour assurer le relais avec la préfecture que Sa Majesté va installer à Yingzhou. Tu es la personne la plus qualifiée pour cela. » De plus, Yi-Feng se tourna vers lui. « Je suis sûr que ton père te l'a défendu. Il ne souhaite certainement qu'une chose, que tu prennes au plus vite tes distances avec moi. Ce n'est pas sans raison qu'il me supplie depuis des mois de te renvoyer à la capitale. » Ji-Chi soupira intérieurement, comprenant qu'il ne le convaincrait pas. Si Yen-Tarhun pourrait profiter de ce voyage pour mettre en scène sa disparition afin de te mettre dans l'embarras, et ainsi donner raison à ceux qui disent que je n'ai aucune envie de rentrer à la capitale pour m'agenouiller devant l'empereur, le coupa Yi-Feng. Qu'il manigance cela ou non, je peux te promettre que tant qu'il sera sous ma surveillance, je ne le laisserai ni mourir ni disparaître. Et comme si Yi-Feng estimait le sujet clos, il se pencha pour rouler la carte. Ensuite, il la glissera dans le coffre et me saluera avant de s'en aller. Si cela se produisait, insista Ji-Chi, tu seras accusé d'avoir rompu l'accord de paix. On dira que tu as fomenté l'assassinat du troisième fils du chef suprême afin de profiter des désordres qui s'ensuivront à la frontière, tout ça pour garder ton commandement et tes hommes. Le dos de la carte était garni de soie chatoyante et Yi-Feng en noua les liens avant de déposer précautionneusement le document dans un coffre en bois aux parois serties de nacre. C'est précisément la raison pour laquelle je ne veux pas que tu fasses ce voyage avec moi. Si cela arrivait, ma présence permettrait. Yi-Feng claqua le couvercle et leva les yeux vers lui. Ji-Chi eut subitement la sensation qu'un abîme venait de se creuser entre eux. « Non, » déclara-t-il simplement, « je ne veux pas de toi. » Après toutes ces années passées ensemble, tenta faiblement Ji-Chi, je pensais que nous pourrions rester du même côté. Sa voix s'éteignit au moment où il prononça ce dernier mot. Nous ne pouvons pas être du même côté, trancha Yi-Feng, pas plus qu'alliés ou amis. Quand tu retourneras à la capitale, Sa Majesté t'accordera probablement un poste de second rang. Ta position sera bien au-dessus de la mienne. Te montrer trop proche d'un général qui rentre victorieux alors que tu détiendras toi-même beaucoup de pouvoir au sein de la cour ne fera que t'apporter des problèmes. Les inquiétudes de ton père à mon sujet le montrent suffisamment. Je n'ai aucune envie d'occuper un poste à la cour, lâcha Ji-Chi. C'était vrai. Il sentit sa respiration se faire irrégulière, et il ajouta « Je préfère partir avec toi dans le sud, ou n'importe où ailleurs. » Yi-Feng doubla la serrure du coffre d'un cadenas, et Ji-Chi eut l'étrange impression que c'était leur passé commun que le jeune homme était en train de sceller, comme pour mieux l'oublier. « Ce que tu préfères n'a aucune importance, » contra Yi-Feng d'un ton impassible. « Tu appartiens à l'un des clans fondateurs. Tu sais aussi bien que moi que c'est Sa Majesté qui décidera de ton avenir. » Un silence long et pénible s'abattit autour d'eux, et Yi-Feng en profita pour remettre son manteau. Il venait d'en ajuster le col en fourrure quand il ajouta « Quand ta promotion aura été annoncée, je la célébrerai avec toi. » Ensuite, les mots qu'il ne prononça pas flottèrent entre eux, griffant le cœur de Ji-Chi avec leur non-dit. Ensuite, nos chemins se sépareront. Yi-Feng souleva le coffre,
et sans accorder un second regard à celui qui avait été des années durant son superviseur militaire, il se détourna en direction de la porte. Jiki le regarda disparaître, comme avalé par l'obscurité qui s'étirait au-delà du faible cercle de lumière que la lueur des bougies projetait sur le sol. Et tout à coup, ce fut comme si son univers tout entier se réduisait à cette bulle de clarté que menaçaient les ténèbres, et que la seule personne qui comptait pour lui préférait encore s'enfoncer dans la nuit plutôt que de rester à ses côtés.